Quand la violence se déchaîne, la liberté cesse. C'est donc désormais le calme et l'ordre républicain qui doivent régner. Rien ne se construira de durable tant qu'on aura des craintes pour la paix civile. Tu te souviens de ce discours de Macron pendant les Gilets jaunes? Il a l'air un peu stressé. On dirait presque qu'il a peur de son propre peuple. En même temps, à ce moment-là, ça fait des mois que ces citoyens descendent dans la rue et manifestent contre son pouvoir. C'est quand même fou d'avoir peur du peuple dans une démocratie. En tout cas, la peur du peuple en démocratie, c'est pas nouveau, et dans cette vidéo, on va s'y intéresser. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. C'est une crise sociale. Il y a une déconnexion totale entre quelques élites françaises et la réalité du terrain. En crise démocratique, il n'y a pas d'autre solution. C'est de réduire la distance entre l'élite dirigeante et le peuple. Redonner la parole aux habitants. Pour que nous construisions ensemble une nouvelle France. La peur du peuple, elle est là au moins depuis que ce peuple apparaît en tant que peuple sur la sphère publique. Parce qu'en gros, le peuple, il a toujours pris les armes, il y a toujours eu des révoltes, soit dans les campagnes, soit dans les villes, par exemple à l'époque médiévale et encore plus à l'époque moderne. Mais jusque-là, ce peuple était vu très souvent comme fondamentalement turbulent et cherchant à défendre ses intérêts et pas du tout comme le peuple souverain. Tout change en 1789 parce que pour la première fois, on a une révolte, alors une révolte qui prend des formes violentes, qui fait l'objet d'une répression, et puis finalement la Bastille est prise. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, on décrit ces agitateurs qui ont pris la Bastille comme étant le peuple souverain. Et donc, la peur du peuple, à ce moment-là, elle change de sens. Ça n'est plus seulement la peur du peuple qui s'agite, c'est la peur du peuple qui peut renverser le pouvoir, et renverser le pouvoir de manière légitime, puisque c'est le peuple souverain. Mais c'est la peur conjointe d'une fraction particulière de ce peuple, qui est la fraction la plus pauvre, la plus nombreuse, ce qu'on se met à appeler à partir des années 1830 notamment, le prolétariat. C'est quoi le prolétariat? C'est des gens qui n'ont rien, ou pas grand-chose, et qui donc n'ont pas grand-chose à perdre non plus, et qui amènent à voir ce peuple ouvrier-là comme fondamentalement dangereux, et puis aussi comme fondamentalement un peu immoral, parce que ces gens-là qui vivent dans des conditions très mauvaises se développent chez eux des vices et se développent chez eux des maladies. En 1832, il y a une très grande épidémie de choléra à Paris. Et on se rend compte que les quartiers qui sont les plus touchés sont les quartiers pauvres. Et donc il y a l'idée que les pauvres sont aussi porteurs d'une menace quasiment physique. Allez à l'opéra, on prend la Bastille, on fait la révolution. Et donc qu'est-ce qui fait peur? Ce qui fait peur, c'est ce qui n'est pas organisé. Ce qui fait peur, c'est le peuple lorsque celui-ci agit en dehors des organisations. Ça peut être dans les usines, avec toutes les formes d'insubordination ouvrière qui peuvent exister dans les années 1960, 1970 notamment. Et ce qu'on voit depuis le milieu des années 2000, et en particulier depuis le début des années 2010, c'est l'émergence, pas seulement en France, dans le monde entier, de mouvements où le soulèvement se fait en dehors de toute organisation. Et les Gilets jaunes en sont un bon exemple. Souviens-toi, en 2018, les Gilets jaunes manifestaient contre la hausse du coût de la vie. Ils venaient d'horizons politiques différents et se sont réunis sur les ronds-points pour partager leurs idées, leurs histoires, leurs opinions. Ce qu'ils voulaient, c'était simple. Plus de justice sociale, fiscale et environnementale. Les Gilets jaunes, ce qui est extraordinaire, ce qui défie l'entendement et ce qui fait très peur, c'est que ce sont des mouvements, très décentralisés, mais qui en même temps touchent la France entière, des milliers de ronds-points, des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes qui participent, en dehors de toutes les règles habituelles d'organisation, de dépôt des manifestations, de négociation avec la préfecture ou de négociation avec le ministère. Ça inquiète l'État, parce que c'est facile quand c'est un syndicat, après, je ne vais pas dire qu'on l'achète, ou je ne vais pas parler de corruption comme ça, mais bon, c'est plus facile, quand même, hein. Voilà, c'est plus facile peut-être de leur dire, bon, on vous donne ça, et vous allez arrêter. Que là, c'était beaucoup de citoyens, et partout en France,
du nord au sud, de l'est à l'ouest. Comment on fonctionnait à Saint-Lô, c'était relativement simple. Il y avait, en fait, on n'avait pas désigné personne, mais naturellement, les gens ont choisi de s'occuper de l'international, par exemple. Ouais. Ça, souvent, c'était Jennifer, tout ça. Ouais. Moi, j'étais plus porte-parole au niveau départemental. Et puis, il y en avait d'autres qui s'occupaient de tout ce qui se passait au niveau national, et puis d'autres qui s'occupaient du local. Mais là, en fait, on discutait de faits de société qui gênaient tout le monde. Donc on s'en foutait que les gens soient de gauche ou de droite ou qui avaient même voté Macron. Puisqu'on avait la même... On s'en moquait. La seule chose qui nous intéressait, c'est de faire bouger les choses pour aller dans le bon sens. Et justement, faire voir à ceux du très haut, ce qu'ils ne sont pas capables de faire, que nous, on était capables de faire consensus alors qu'on était issus de milieux et de partis politiques complètement différents, même des gens complètement apolitisés. Et ce qui a été notre force, je dirais ce qui a été notre force, c'est le fait que ce soit très horizontal. Très horizontal et sans chef. On était intouchables. Et c'est ça qui était l'intéressant de ce mouvement, c'est que personne ne se sentait supérieur à personne. On était tous sur la même lignée et on avait une vision, c'était avancer pour pouvoir se tirer de nos problèmes. Et ça, c'est ce qui a fait la puissance de ce mouvement d'ailleurs. Attention grenade! Attention les jeunes! Eh oui, c'est la révolution! Il se passe toujours quelque chose qui excède ce qui était voulu. Prenons Nuit debout, on est en plein milieu des manifestations contre la loi travail. On est à un moment où des gens se réunissent sur la place du public pour regarder un film. Regarder un film pendant une mobilisation syndicale. C'est très classique. Et les gens refusent de rentrer chez eux. Personne ne l'attendait. Il y a des gens qui peuvent dire « on y a travaillé », mais personne pouvait s'imaginer qu'il allait se passer ce qui s'est passé. Donc il y a toujours, la démocratie est toujours en excès par rapport aux attentes, et toujours une irruption d'une manière ou d'une autre inattendue. Et ça fait très peur, parce que non seulement ça peut déborder, mais en plus, s'il y a des gens qui prennent la rue et que ces gens-là n'ont pas un intérêt spécifique à défendre, c'est-à-dire s'ils ne prennent pas la rue en tant que membre d'un syndicat, membre d'un parti, ni même en tant que femme, en tant qu'ouvrier, mais ils prennent la parole en tant que quoi? Eh bien, en tant que peuple, et en tant que peuple souverain. Et c'est ça qui fait très peur dans le mouvement des Gilets jaunes et dans tous ces soulèvements hors organisation. C'est pas juste qu'ils sont désorganisés, c'est que le fait qu'ils ne soient pas organisés vient prouver que c'est le vrai peuple. Le principal de la police de Saint-Lô, où il nous disait, vous les Gilets jaunes à Saint-Lô, on n'a jamais eu de problème. Je dis, tant mieux. Mais il était parfaitement au courant, parce qu'à l'époque, on avait discuté avec eux, il nous avait dit un jour, si ça continue comme ça, on sera obligé, alors qu'on s'entend bien, de se taper dessus. C'était eux qui nous avaient dit ça. Donc ça nous montrait bien que c'était l'État qui avait la violence, pas nous. Et justement, face à ce peuple, la seule réponse a été la violence, avec pas moins de 2500 manifestants blessés. Ils ont été blessés à la fois physiquement, psychologiquement et même isolés socialement. Vous êtes des policiers républicains. La République, c'est moi. C'est moi qui suis parlementaire. Il ne faut pas surestimer la crise démocratique que l'on vit. On vit des transformations. Mais s'il y a une crise, il faut se demander une crise de quel point de vue. Le fait que les gens se méfient de la politique, c'est pas grave en soi. La question, c'est quelle dynamique cela nourrit. Est-ce que ça va être des dynamiques de retour en force de la politique incarnée par un Trump ou est-ce que ça va être des dynamiques de ressaisissement d'une capacité populaire d'organisation en dehors de la politique avec des gens qui vont dans les associations, dans les syndicats et si c'est le cas, pour faire quoi? Et d'autres myriades de choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pense aux différentes façons de produire de l'engagement et de produire de la division. L'engagement et la division, c'est ce qui fait une société démocratique. Et c'est ce qui empêche la capture oligarchique des institutions. Le pouvoir m'a toujours, je dirais pas effrayé, mais je me sentais pas à la hauteur justement. Et c'est là, grâce aux Gilets jaunes, où je me suis rendu compte qu'en vérité, ils n'ont rien à nous apprendre ces gens-là. Parce qu'on connaît mieux, nous, nos problèmes,
parce qu'on discute avec les gens, parce qu'on justement on avait cette possibilité, et donc on avait moyen de leur mettre des bâtons dans les roues et de leur dire alors allez-y, expliquez-nous pour ça. Et en fait c'était ça qu'on espérait créer avec les Gilets jaunes. Et ça fonctionne. Et un mouvement voilà, de solidarité, des ouais. gens qui s'écoutent, qui s'entendent, qui se respectent. Ben, ce qui ne se fait pas tellement dans la vie politique. Ce qui se faisait plus non plus à l'époque, parce que moi je sais que ce qui m'a surpris, parce que moi je suis à 20 km d'ici, donc je vois beaucoup moins de monde, bon, j'avais mon milieu professionnel, mais je ne parlais pas de mes idées personnelles. Et le premier samedi, quand je suis arrivé, moi j'ai rien dit, hein, j'ai juste parcouru les endroits, discuté, non, je ne suis pas intervenu, mais j'ai écouté. Et quand je suis rentré le soir avec mon époux, je lui ai dit, écoute, ça me convient. Je ne suis pas le seul à penser ça. Exactement. On n'est pas. Franchement, j'ai été pris. Franchement, j'étais vraiment à me dire, mais moi qui pensais que j'étais tout seul à penser ça, ben non. Mais les gens n'osent pas le dire. Et là, tout d'un seul coup, les langues se sont libérées et on est arrivé à quelque chose de. Et j'ai dit, là, on est quand même. Là, on tient quelque chose. On aimerait bien, moi j'aimerais bien encore quand même qu'on fasse quelque chose, parce que j'aimerais bien encore aller les rencontrer, tous ces élus, pour leur mettre le nez dedans. Continuer. On avait une idée d'une association. Les statuts sont prêts, tout est prêt, il ne reste plus qu'à les mettre en route, mais bon, pour le moment, voilà, il faut se laisser le temps peut-être encore. Après, il y a eu beaucoup d'événements. On l'avait appelé les LBD, les bâtisseurs de demain.